Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend, Blaise. Bon, parfait. Ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, c'est de faire un webinar autour de les obligations des places de marché dans le contexte de la réforme de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur. Et pour cela, je vais vous partager une présentation pour illustrer mes propos. Donc, présentation que j'espère vous allez voir en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Désolé, j'ai pas de retour Alors, son. pour l'instant, on ne voit pas encore votre écran. Ah, alors, tac, je vais désactiver et me remettre sur mon écran au global. Hop, et je pense que maintenant ça devrait être bon. C'est bon, oui. C'est bon, on voit votre Parfait. écran. Super. Excusez-moi, hein, c'est vrai que c'est des petits soucis techniques, les aléas du direct. Donc, pour reprendre, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de balayer voilà, cet agenda. On a à peu près 1 heure de présentation. On va prendre une demi-heure de questions-réponses. Sur une première partie, je vous présenterai donc la REP emballage ménager et papier, Citeo également, donc le rôle de Citeo et les missions qui nous incombent. Dans la deuxième partie, je vous propose de parler du contexte réglementaire. Ensuite, on abordera l'identifiant unique et comment obtenir un identifiant unique. Et enfin, nous aborderons donc la partie, on va dire plus technique, concernant les différentes modalités déclaratives proposées par Citeo. Voilà. Donc, sur cette première partie qui concerne donc la REP emballage ménager et papier, Citeo rôle émission, ce que je vous propose, c'est de rappeler un petit peu qui est Citeo, ce que l'on fait aujourd'hui, à quel moment on intervient et comment nous intervenons. Donc, Citeo, hein, en quelques mots, tout simplement, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 30 ans, qui est au service des entreprises pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et des papiers. Nous sommes agréés sur la partie emballage et sur la partie papier. Et pour cela, depuis près de 30 ans, à travers donc la responsabilité élargie du producteur et grâce aux contributions à Citeo, les entreprises ont permis de déployer la collecte sélective partout en France et également de faire du tri, le premier geste citoyen des Français, ce qui a permis de créer par la suite les filières de recyclage. Le résultat aujourd'hui, il est là. En France, on recycle 68% des emballages et 60% des papiers qui vont être recyclés. Donc la responsabilité élargie du producteur, elle s'inscrit à travers le code de l'environnement. Ça signifie quoi? Ça signifie que le producteur ou le distributeur, il est responsable et finance l'élimination des déchets qui provient de ces produits. Citeo n'a pas un but lucratif. Il est donc financé par les entreprises pour prendre en charge la fin de vie des emballages ménagers et, par conséquent, le recyclage de ces mêmes emballages et de ces papiers. Donc, pour ce faire, on propose aux entreprises des solutions pour aider à recycler et valoriser les emballages et les papiers. Il y a un travail de prévention, un accompagnement vers les nouveaux usages, qui sont le réemploi et la suppression, et également tout le sujet de mise en œuvre de la collecte, du tri, du recyclage pour donner une seconde vie aux produits. Pour ce faire, on travaille avec l'ensemble de la filière. On a un travail qui se fait en étroite collaboration, finalement, avec une diversité d'acteurs qui sont eux-mêmes tous engagés dans le développement de l'économie circulaire. Donc, comme vous l'avez compris, Citeo est un peu pionnier dans le développement durable. Dès les années 90 en France, on a construit tout ce dispositif en imaginant une nouvelle vie pour les emballages et les papiers graphiques. Et pour cela, en fait, on intervient à chaque niveau de l'économie circulaire. Dans un premier temps, au niveau de l'éco-conception, en fait, on va accompagner les entreprises qui mettent sur le marché les emballages ménagers. Ensuite, on accompagne également tout ce qui est acteurs de l'innovation, donc qui sont engagés pour promouvoir et trouver des solutions pour mieux concevoir, mieux consommer, mieux trier, mieux collecter tous ces emballages et ces papiers.
On a également un travail qui se fait avec les consommateurs. On va les mobiliser à travers justement la valeur du geste de tri et de simplifier le discours et d'expliquer aux consommateurs à quoi correspond le geste de tri. Et on travaille, comme vous pouvez le voir par la suite, avec les pouvoirs publics en termes de stratégie d'économie circulaire, les institutions européennes et les gros autres enjeux sont sur la collecte et le tri, donc avec les collectivités locales et les acteurs privés qu'on appelle opérateurs de reprise de matière pour définir le juste dispositif de collecte et de tri. Et ensuite, plutôt je dirais, et enfin, viennent les opérateurs qui eux vont recycler et valoriser la matière. Donc comme vous pouvez le voir, ce travail se fait vraiment en étroite collaboration avec cette diversité d'acteurs et engage chacun dans le développement de l'économie circulaire. Ce qui est intéressant ici, c'est de s'apercevoir que chacun en fait, est acteur de cette économie circulaire. Pour vous rappeler un petit peu ce qui est la REP ou responsabilité élargie du producteur, je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur cette définition. Il y a près de 30 ans, les collectivités locales et les entreprises de la grande consommation ont décidé de créer un éco-organisme qui à l'époque s'appelait Éco-emballage et aujourd'hui Citeo. Donc euh, finalement, ces collectivités locales et ces entreprises se sont organisées pour mettre en principe, pour mettre en œuvre le principe de la REP. Donc, ce modèle va engager les metteurs en marché des produits emballés et de papier graphique à financer et à organiser la gestion de la fin de vie des emballages et des papiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette mission, on va accompagner donc l'ensemble des acteurs pour contribuer à lutter également contre de nouveaux déchets. Et là, aujourd'hui, on parle au travers des déchets abandonnés. Et ce système de responsabilité élargie du producteur a permis de réduire l'impact des emballages et des papiers sur la planète et également a permis d'installer le geste de tri et le recyclage dans notre vie au quotidien. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le premier geste citoyen des Français, donc le geste de tri. Citeo, à travers donc, la responsabilité élargie du producteur, s'adresse à plus de 28 000 entreprises qui ont aujourd'hui adhéré et confié le soin à Citeo, donc à notre entreprise, d'organiser la fin de vie de leurs emballages et de leurs papiers. Et pour cela, on va les aider. Donc on aide nos clients, on les implique dans l'économie circulaire de leurs produits à travers l'éco-conception. On les aide à mutualiser et optimiser les coûts de traitement de leurs différents emballages et de leurs papiers graphiques. Et on va travailler sur tout un programme de R&D et d'innovation pour justement développer et réduire surtout l'impact environnemental des emballages et des papiers. En France, vous avez plusieurs filières de gestion des déchets, 17 actuellement. Il y aura, à travers la loi AGEC, des nouvelles filières de gestion de déchets. On parle principalement donc, de la REP CHR, donc, qui est café, hôtel, restauration, la REP DEIC, qui va également vous concerner, donc tout ce qui est déchets industriels et commerciaux. Et ensuite viennent d'autres REP qui sont celles du bricolage, celles des produits d'hygiène sanitaire, celles des articles de sport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif, tel qu'il est mis en place, est organisé aujourd'hui par différents éco-organismes. Et chez Citeo, on gère la partie des emballages ménagers et la partie des papiers à aujourd'hui. Donc, qui est concerné? Qui est concerné par ce dispositif? Qui est concerné par une déclaration auprès d'un éco-organisme? Et en l'occurrence, vous êtes concerné sur la partie qui vous revient. Si vous êtes producteur, vous allez devoir déclarer l'ensemble des produits que vous emballez, que vous faites emballer à votre marque ou sans marque, ou des produits que vous emballez à une marque de distributeur, dans le cas du producteur. En cas d'introducteur ou d'importateur sur le marché français, vous allez devoir déclarer l'ensemble des produits qui ont été achetés à l'étranger, que ce soit dans et en dehors de l'Union européenne. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qui est revendu sur le marché français est concerné par cette disposition donc de REP emballage ménager. Vous êtes également concerné dès lors que vous êtes
le premier responsable de cette mise en marché ou, à défaut d'identification du producteur ou de l'importateur. Les distributeurs, eux, sont concernés en qualité de producteurs, on va dire, pour les emballages de services. On dit des emballages dits d'économat, par exemple des sacs de caisse, des sacs de boutique, des emballages d'expédition pour la livraison. Et ils sont également concernés en tant qu'introducteurs ou importateurs. Et viennent enfin une nouvelle catégorie qui a été mise en place à travers la loi AGEC, ce sont les places de marché. Donc les places de marché, aujourd'hui, doivent déclarer les produits qu'elles revendent à leur marque propre et également pour les vendeurs tiers qui n'ont pas déclaré leurs emballages. Donc à compter du 1er janvier 2022, on viendra là-dessus, hein, la loi AGEC mentionne que les places de marché doivent déclarer les emballages et les vendeurs qui vendent sur ces places de marché devront également déclarer leurs emballages s'ils ont un identifiant unique et s'ils ne l'ont pas, on le verra par la suite, il y a un dispositif qui aura été proposé. Hop, pardon. Slide qui s'est caché. Je le remets. Hop. Novembre 2020, Citeo devient une entreprise à mission. C'est un point important qui mérite d'être souligné. Qu'est-ce que c'est? En fait, afin d'aider les choix collectifs et d'engager chacun dans l'action, Citeo réunit et mobilise les différents acteurs avec lesquels en fait, il confronte et partage ses analyses de stratégie d'action. Donc en fait, on va poursuivre 5 objectifs sociaux et environnementaux dans le cadre de notre activité. Ces objectifs, ce sont réduire l'impact environnemental des produits pour nos clients, créer des conditions pour construire des solutions d'aujourd'hui et de demain, donner les clés aux consommateurs pour réduire l'impact environnemental et co-construire les solutions de demain à l'échelle locale ou internationale. On a également toute la notion d'engagement des équipes. Donc, pour comprendre un peu comment fonctionne Citeo, aujourd'hui, on a un actionnariat avec 6 collèges, un collège industrie, un collège commerce, distribution, vente à distance, un collège papier éditeur, un collège service, plus les non assujettis et une collège sur les filières et emballages. On a également un conseil d'administration et ensuite le comité de mission que vous pouvez voir ici, qui lui est là pour évaluer la mise en œuvre de nos objectifs, éclairer et émettre des recommandations au conseil d'administration Citeo. Ce comité de mission, en fait, il s'engage à accompagner l'entreprise, donc Citeo, dans la mise en œuvre de la mission et permet également d'avoir des personnes représentant les clients, les opérateurs, des associations environnementales, des collectivités locales, personnes qualifiées ou salariées dans ce comité de mission pour justement aider et travailler sur la mission qui nous incombe. C'était un petit aparté que j'avais intention en tout cas de vous présenter avant de vous parler de qui est concerné par la déclaration emballage. Donc, ce qui est important et ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est qu'on œuvre dans une mission d'économie circulaire pour vous aider à vous mettre en conformité et on a aujourd'hui les outils, les moyens qui sont mis à disposition à travers donc, notre tarif et ce qui permet en fait de comprendre comment on accompagne aujourd'hui et on finance le dispositif de collecte et de tri du recyclage. Aujourd'hui, lorsque vous versez 1 euro de contribution à Citeo, cet euro, au titre de la REP emballage ou au titre de la REP papier, est réparti de la manière suivante. Vous avez à peu près 80 centimes ou 80% qui est dédié à la partie collecte et tri, et ensuite vous avez une répartition qui s'opère suivant d'autres catégories. Sur la partie tri, le financement va servir à permettre le fonctionnement des centres de tri industriels en France qui vont trier les matériaux collectés en vue de leur recyclage. La partie collecte étant le bac jaune. Ensuite, vous avez une partie valorisation énergétique. Cette valorisation énergétique, ça permet de financement également à travers 7 euros. Vous avez une partie également qui est de reprise de la matière recyclage, qui permet en fait d'assurer l'équité des conditions de reprise des tonnes recyclées en tout point au niveau du territoire. Les actions pour la filière, donc des actions R&D, c'est de soutenir la recherche et développement, l'éco-conception, des programmes pour développer le recyclage à travers de plans de performance, des actions avec l'outre-mer.
Et enfin, vous avez aussi une partie qui est la mobilisation, qui, elle, permet finalement de sensibiliser le grand public à travers de campagnes de communication nationales ou locales pour ancrer le geste de tri au quotidien des Français. Donc, les éco-contributions, aujourd'hui, servent à financer ce dispositif de collecte et de tri et de recyclage, aussi bien sur la partie papier que sur la partie emballage, avec une grosse majorité, plus de 80% sur la partie collecte et tri. Comment ça fonctionne? Parce que vous allez me dire, les éco-contributions, oui, OK, on paye un certain montant d'éco-contributions, mais comment le dispositif est mis en place et quelle est la mécanique, financière de ce dispositif? Les tarifs que l'on propose pour le recyclage des emballages et des papiers sont pensés pour encourager l'économie circulaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce tarif permet est favorable surtout à la réduction à la source, à la recyclabilité des emballages. Ils sont conçus pour limiter l'utilisation de perturbateurs du recyclage et pousser surtout à l'intégration de matières recyclées. Pour ce faire, on propose pour la partie emballage 3 modalités déclaratives en fonction du volume d'emballage mis sur le marché. Donc pour l'ensemble de nos clients, nous avons un dispositif qui permet d'avoir une déclaration à l'UVC pour des clients qui mettent plus de 500 000 UVC sur le marché. Alors une UVC, c'est l'unité de vente consommateur, c'est l'unité de référence, c'est votre produit. Comment ça se passe? Vous avez une contribution au poids, une contribution à l'UVC qui est modulée ensuite par un système de bonus et de malus, éco-modulation qui est là pour limiter les perturbateurs du recyclage et inciter au tri. On a ensuite, pour des clients qui mettent moins de 500 000 UVC par an sur le marché, une proposition qui est une déclaration sectorielle. Cette déclaration sectorielle vous permet de déclarer vos quantités et elle sera ensuite multipliée par un tarif suivant la famille de produits à quoi correspondent vos quantités. Et enfin, pour les entreprises qui mettent moins de 10 000 UVC par an sur le marché, elles n'ont pas besoin d'aller sur la déclaration UVC ou la déclaration sectorielle, pas de chiffres à fournir. Il suffit finalement d'adhérer à l'éco-organisme. Vous avez juste à attester vos mises en marché et vous vous acquittez du forfait annuel de 80 €. Voilà comment est fait le dispositif pour la partie emballage. Et comme je vous le disais en introduction, étant agréé sur la partie papier, vous avez aussi une déclaration à faire pour l'ensemble des papiers que vous mettez sur le marché. Donc les papiers, ça va sur l'ensemble des papiers graphiques et en l'occurrence, je pense souvent à la partie notice. Là-dessus, on a un tarif de base par tonne de papier mis en marché sur l'année qui va être ensuite éco-modulé à travers donc, l'origine de la fibre, sa recyclabilité. Donc cet engagement, cette mécanique financière va permettre de financer ce dispositif de collecte et de tri à l'échelle du territoire français. Voilà un petit peu au niveau du paramètre et au niveau du dispositif de Citeo. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles obligations. Et ce que je vous propose d'aborder sur ce chapitre, c'est quelles sont les nouvelles obligations issues de la loi AGEC. Aujourd'hui, la loi AGEC, elle introduit finalement de nombreux objectifs qui vont être plus ou moins contraignants suivant son secteur d'activité et le cadre européen derrière lui a fixé des objectifs en termes de taux de recyclage qui eux sont pour le coup un peu plus ambitieux. Donc, je vous ai fait un petit résumé un petit peu des principaux objectifs. Il faut retenir principalement que d'ici 2040, vous avez pour objectif, la loi AGEC stipule que l'objectif, c'est la fin de la mise en marché des emballages plastiques à usage unique. Un autre objectif qui est aussi important et plus ou moins contraignant, c'est de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Donc l'objectif étant là vraiment de travailler à l'éco-conception de ces emballages et on peut également vous accompagner sur ces sujets. Ensuite, il y a des retranscriptions d'objectifs européens qui concernent plutôt la partie bouteille en plastique pour les boissons, par exemple, avec une notion d'intégration de matières recyclées qu'il faudra aller chercher. Vous avez également des objectifs nationaux autour donc, de ces bouteilles. Et ensuite, vous avez un sujet qui concerne donc, le réemploi, c'est d'atteindre 5% d'emballages réemployés mis sur le marché
en 2023 et 10% en 2027. Et enfin, vous avez un décret, donc on appelle le décret 3R, qui est sorti en avril 2021, qui tend à diminuer de 20% les plastiques à usage unique d'ici la fin 2025. Donc il y a à travers ça donc le sujet du réemploi, le sujet de réutilisation, l'objectif étant de tendre vers 100% d'emballage recyclable à horizon 2025. On a également d'autres obligations qui concernent les allégations environnementales qui vont rentrer en vigueur en 2023. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit dans le cadre européen ou dans le cadre national, le sujet de la réduction des emballages, ou en tout cas d'améliorer les emballages, est vraiment pris en compte d'un point de vue réglementaire. Donc ces contraintes, qu'elles soient légales ou réglementaires, elles vont être structurantes pour vous, pour le marché, et ça va avoir des impacts par la suite financiers pour les industriels, et ça va remettre un petit peu en cause le modèle existant. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'on s'aperçoit qu'il y a en fait un nouveau sujet qui a émergé, qui concerne donc les places de marché. Donc les places de marché dans la loi AGEC, que dit la loi AGEC? Très simplement, c'est que la loi AGEC, elle a été adoptée en février et elle fixe des nouveaux objectifs et des nouvelles règles, que ce soit pour une production ou pour une consommation durable. Et à partir de là, elle stipule que le dispositif s'applique également donc, aux places de marché et à ses vendeurs. Dès lors, les places de marché doivent contribuer pour les vendeurs et si elles ne contribuent pas, devront prouver que les vendeurs contribuent déjà. Et donc, vous allez pouvoir contribuer à travers l'éco-organisme en adhérant et en ayant un identifiant unique qui prouvera à la place de marché que vous contribuez déjà à l'éco-organisme. Donc ces dispositions, elles sont vraiment inscrites dans la loi AGEC. Et ce qui est important, et je pense que c'est le sujet aujourd'hui qui nous réunit, c'est de comprendre comment ça va fonctionner. Quel est aujourd'hui ce dispositif et dans quoi vous allez pouvoir finalement intégrer et contribuer au titre des emballages que vous mettez sur le marché. Donc cette modalité de déclaration, aujourd'hui qui est incombée principalement pour les metteurs en marché qu'on a vus tout à l'heure, aussi incombe pour les places de marché. Dans le cadre des vendeurs qui vendent à travers ces places de marché, donc sur la place de marché Cdiscount, vous avez cette possibilité d'adhérer à l'éco-organisme. Si vous êtes déjà adhérent à l'éco-organisme Citeo, vous transmettez l'identifiant unique à la marketplace, ce qui implique que, en tant que vendeur, vous déclarez directement auprès de Citeo. Cette déclaration peut être, comme on l'a vu précédemment, au réel, sectoriel ou simplifié, avec cette notion de colis d'expédition ou forfaitaire si vous déclarez moins de 10 000 UVC par an. Si vous n'avez pas d'identifiant unique, ou si vous ne le communiquez pas à votre marketplace, aujourd'hui, vous allez devoir soit adhérer à l'éco-organisme, si la marketplace vous le demande, ou la marketplace devra déclarer pour vous les emballages. Pour cela, en fait, il y a deux dispositifs, déclaration au réel à l'UVC ou un dispositif de déclaration simplifié dès lors que les ventes ne représentent pas plus de 500 000 UVC sur la marketplace. Voilà les modalités. Pour résumer, la marketplace fait une déclaration. Cette déclaration dépend en fait de ces vendeurs s'ils ont ou pas l'identifiant unique. Si vous n'avez pas d'identifiant unique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas adhérent à un éco-organisme, et auquel cas la marketplace peut vous demander aussi d'avoir cet identifiant unique. Donc pour comprendre le dispositif et répondre aussi à cette question de qu'est-ce qu'un identifiant unique et comment l'obtenir, je vous propose de l'aborder sur cette partie. Si on revient un petit peu sur le cadre législatif et réglementaire, donc il y a beaucoup de choses sur ce slide. L'idée, c'est pas forcément de balayer tous les éléments, mais c'est vous comprenez bien. C'est qu'aujourd'hui, la loi AGEC, elle prévoit la mise en place d'un identifiant unique. Cet identifiant unique, il est valable pour toutes les entreprises ou les entités qui sont soumises au principe de la responsabilité élargie du producteur qu'on a vu tout à l'heure. Dès lors que vous mettez en marché des produits sur le territoire national qui ont
l'objectif d'arriver auprès d'un consommateur, vous pouvez prétendre avoir un identifiant unique. Identifiant unique qui est valable pour la REP emballage ménager et valable également pour la REP papier que l'on gère. Vous avez autant d'identifiants uniques qu'il y existe de REP. Donc, à compter du 1er janvier 2022, vous êtes dans l'obligation d'avoir un identifiant unique. Cet identifiant unique est généré par l'ADEME. Aujourd'hui, Citeo fournit les numéros d'identifiant unique à chacun de ses clients. Donc, en contractualisant avec Citeo, vous aurez directement l'identifiant unique, on vous le transmettra. Et spécifique, comme je vous disais, à chaque REP. Donc, sur la REP emballage, vous allez en avoir un. Sur la REP papier, vous en aurez un. Et sur les autres REP, donc ça soit la D3E, Écomobilier, voilà, toutes vos familles de produits, vous aurez un identifiant unique. Cet identifiant unique, qu'est-ce qu'il fait? Il permet finalement d'identifier l'entreprise et de se dire que cette entreprise, elle est agréée et soumise au principe de la REP. Elle répond, en fait, elle reprend ses obligations et d'un point de vue légal, elle est en conformité. Cet identifiant unique, comme je vous l'expliquais, il s'inscrit dans le cadre de vos obligations à travers la loi AGEC. Chez Citeo, ce qu'on propose, c'est de vous le communiquer par mail dès lors que vous adhérez chez nous. Donc vous n'avez aucune démarche à faire pour l'obtenir auprès de l'ADEME. C'est nous qui pilotons et qui envoyons les informations à chacune des entreprises. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez le consulter sur votre espace client. Vous pourrez également le voir à travers donc, le site de l'ADEME, SIDEREP, qui permet de consulter donc, les entreprises qui sont agréées à un éco-organisme. Et par ailleurs, dans le cadre législatif, la loi stipule que cet identifiant unique qui est obligatoire doit figurer dans vos conditions générales de vente. Et si vous n'avez pas de conditions générales de vente, il devra figurer dans tout autre document contractuel ou, finalement, si vous n'avez pas de document contractuel ou de CGV, sur votre site internet. Dans tous les cas, il doit être visible et on doit pouvoir le retrouver. Là-dessus, les places de marché, elles, qu'elles pourvoient ou contribuent à la gestion de ces déchets, donc pour vous au titre de vendeur ou dans le cadre de leurs obligations, doivent s'assurer que vous ayez un identifiant unique ou que vous ayez adhéré à un éco-organisme, ou auquel cas devront faire la déclaration à votre place. Donc c'est très important finalement pour tout le monde d'être en conformité et surtout pour vous à travers, je vous disais, donc l'article 62 de la loi AGEC. Donc ce principe d'identifiant unique, qui est aujourd'hui un dispositif fourni par l'ADEME, va vous permettre d'avoir une mise en conformité par rapport à vos emballages et à vos papiers aujourd'hui dans le cadre de Citeo. Plusieurs questions que ça peut soulever. En effet, aujourd'hui, on le voit, c'est des questions assez récurrentes que l'on a eues, c'est de se dire, mais combien d'identifiants uniques je dois avoir? Donc aujourd'hui, et c'est ce que je vous l'expliquais, une entreprise aura autant d'identifiants uniques qu'il y a de filières REP auxquelles elle est inscrite. Si vous êtes inscrit dans la REP des 3E, dans la REP textile, dans la REP écomobilier, vous allez avoir un identifiant unique pour chacune des REP. Par ailleurs, chez Citeo, si vous êtes client papier et emballage, vous aurez 2 identifiants uniques distincts. Comment il se modélise finalement? Cet identifiant unique, il a un modèle assez spécifique, c'est 15 caractères, 6 chiffres, avec le code, ensuite 2 codes qui représentent la filière, et après 4 caractères qui sont donnés de manière aléatoire. Donc, on va retrouver des identifiants uniques qui seront différents en fait suivant les filières, si ce n'est le code, les chiffres représentés dans la filière. Donc, il est difficile de comparer ce que va vous donner un autre éco-organisme d'une autre filière de ce que vous obtiendrez de Citeo. Des questions qui m'ont déjà été posées en me disant je ne comprends pas, ce n'est pas le même suivant les différents éco-organismes. Effectivement, il est vraiment propre à la filière auquel vous vous êtes inscrit. Pour vérifier sa validité, vous avez 2 choix. Vous avez la possibilité finalement de vérifier à travers donc, le site de l'ADEME. Donc ils ont développé un outil qui s'appelle SIDEREP qui permet en fait de vérifier la validité de l'identifiant unique. Donc, et ça permet également de savoir
quelle REP vous appartenez. Et cette recherche qui est publique, finalement, permet de rechercher un metteur en marché, que ce soit par son SIRET, son identifiant unique ou sa raison sociale. C'est-à-dire que demain, si vous souhaitez, vous pouvez aller taper le nom d'une entreprise sur ce modèle SIDEREP et savoir s'il est bien rattaché aux filières auxquelles il vous mentionne. Et s'il ne l'est pas, vous allez également le voir. Aujourd'hui, cet identifiant unique est un peu, je dirais, la carte d'identité de la filière REP auquel vous adhérez. La durée de validité est aussi importante parce que finalement, l'identifiant unique, il faut avoir en tête qu'il est valide toute la durée de la vie du contrat avec Citeo. C'est-à-dire que si demain, le contrat auprès de Citeo est résilié, nous devons informer l'ADEME de cette décision afin que la publication de vos identifiants uniques, finalement, disparaisse. Et ensuite, si vous adhérez à nouveau auprès de l'éco-organisme, vous aurez un nouveau identifiant unique. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête, hein. C'est d'un point de vue légal de l'avoir, c'est une obligation, ne serait-ce de l'avoir, et ensuite de le faire figurer, comme je vous le disais, dans vos CGV ou à minima sur votre site internet. Si vous ne le faites pas, d'un point de vue sanction, à quoi on peut s'exposer? Eh ben, vous vous exposez finalement à une amende administrative, à plus ou moins 30 000 €. Donc ça, c'est ce qui est inscrit sur la réglementation. Vous pouvez avoir plus d'informations, hein, par ailleurs sur l'identifiant unique. L'ADEME a développé une FAQ qui est assez riche, qui permet justement de retrouver sur chacune des REP les questions que l'on se pose sur l'identifiant unique et qui va vous permettre justement d'alimenter, d'agrémenter un petit peu le sujet de l'identifiant unique. Si vous avez voilà, des questions au travers de la REP emballage, de la REP papier, de la REP textile, de la REP D3E, vous avez cette FAQ qui est mise à disposition. Donc ce principe de l'identifiant unique, aujourd'hui, est important. Est important parce qu'il va structurer demain votre relation avec les marketplaces. Et comme je vous le disais, pour les marketplaces, donc pour ces discounts aujourd'hui, vous avez effectivement cette obligation de présenter un identifiant unique pour prouver que vous êtes bien adhérent à l'éco-organisme et que vous avez bien fait votre déclaration auprès de Citeo. Et si vous n'avez pas d'identifiant unique, ça sera la marketplace qui va devoir faire la déclaration à votre place et également informer, tenir, comment dire, informer que les déclarations pour les vendeurs qu'elle a sur sa place de marché ont bien contribué. Donc vous avez vraiment 2 choses à faire en tant que marketplace. Et Cdiscount aujourd'hui, en tant que marketplace, est libre de rappeler à ses vendeurs cette obligation de contribuer à dispositif de REP pour la REP emballage ménager et pour la REP papier graphique. Donc pour ce faire, on vous a mis donc 2 liens pour adhérer, donc sur la partie emballage ménager et pour la partie papier graphique. Et cet identifiant unique, comme je vous l'expliquais, vous devez le communiquer aux places de marché avec qui vous travaillez pour justement montrer que vous êtes en conformité ou peut-être que si vous êtes déjà client Citeo, montrer cet identifiant unique dans tout autre document contractuel. Sur la partie identifiant unique, je terminerai sur ces 2 autres points. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seuil minimum pour lequel le numéro d'identifiant unique ne serait pas nécessaire? Non, il n'y a pas de seuil minimum. C'est-à-dire que tous les metteurs en marché, quels qu'ils soient, doivent avoir un identifiant unique. En cas de mandant et de mandataire, une question qui nous avait été également posée fréquemment, quelles sont les dispositions? Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un numéro d'identifiant unique pour chaque mandant. Le mandataire pourra transmettre son numéro à ses mandants qui pourront l'utiliser dans leurs documents légaux. Mais en aucun cas, la place de marché peut être considérée comme mandataire pour ses vendeurs. Donc c'est vraiment votre responsabilité de l'avoir. Concernant les modalités déclaratives, donc comme on l'a vu, ça évolue. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez 3 modalités déclaratives distinctes, on l'a vu précédemment, la déclaration à l'UVC, une déclaration sectorielle
et une déclaration forfaitaire pour la partie emballage. On va y revenir plus précisément. Donc, la déclaration UVC, finalement, permet pour tout le monde de déclarer un produit sur une ligne. Vous déclarez dans le détail, par code matériaux, donc vous connaissez le poids de chacun des matériaux de vos emballages, les quantités mises sur le marché, vous indiquez s'il y a des perturbateurs ou non, et vous indiquez si vous avez des actions de réduction sur vos emballages pour bénéficier des bonus, et ça c'est valable pour tous. Vous avez la déclaration sectorielle avec 44 familles de produits, dès lors que vous mettez moins de 500 000 UVC, et une déclaration forfaitaire dès lors que vous mettez moins de 10 000 UVC. Et dans le cas des marketplaces, nous avons développé une déclaration qui s'appelle déclaration simplifiée avec colis d'expédition qui permet de recouper finalement de manière distincte les colis d'expédition avec vos produits. Donc on propose finalement une manière exclusive de déclarer, qui a été pensée spécialement pour les marketplaces, pour faciliter la déclaration, qui a été également approuvée par les pouvoirs publics et qui garantit la conformité avec les obligations. Cette déclaration, c'est une proposition par vendeur, par place de marché, utilisable pour les marketplaces. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser donc une déclaration UVC ou une déclaration forfaitaire suivant vos quantités vendues. Donc, juste pour expliquer un peu comment fonctionne la déclaration simplifiée avec colis d'expédition, cette déclaration simplifiée avec colis d'expédition, finalement, comment elle est composée? Elle est composée d'un tarif sectoriel qui a été défini en 2022, qui sera ensuite complété par un tarif au colis et ensuite un malus constaté sur la catégorie de vos produits. Ce qui donnera un tarif forfaitaire pour chacune des catégories de produits. Et comment est calculée la contribution? Finalement, c'est un dispositif assez simple qui permet juste de mettre vos quantités par UVC et de le moduler par la famille de produits. À cela, vous aurez votre montant de contribution. Donc de façon exclusive, finalement, Citeo propose ce modèle de déclaration simplifié avec colis d'expédition qui prend en compte ces emballages d'expédition. Il s'agit là en fait vraiment d'un dispositif, pour vous donner un petit peu les éléments expérimental que l'on a mis en place sur 2 ans, 2022-2023, qui est également disponible pour des vendeurs qui mettent au maximum 500 000 UVC, donc 500 000 unités de vente consommateurs via les marketplaces sur le marché français. Donc pour être éligible à la déclaration simplifiée avec colis d'expédition, il faut évaluer le nombre de produits que vous avez mis ou que vous allez mettre peut-être sur le marché français sur 2022. Et ce dispositif, finalement, va vous permettre, d'un point de vue opérationnel, de répondre à votre obligation et de contribuer de la manière la plus simple qu'il soit au sein de l'éco-organisme. Notre objectif là, vraiment à travers ce dispositif, c'est de vous simplifier l'approche, de ne pas avoir donc cette notion d'UVC, donc de définir les caractéristiques emballage de chacun de vos produits, mais d'aller finalement sur un modèle simplifié qui vous permet d'identifier les quantités vendues, les grandes catégories qui sont concernées, et ensuite vous aurez le tarif de votre contribution. D'un point de vue opérationnel, comment ça se passe finalement? Aujourd'hui, pour des vendeurs déjà clients chez Citeo, le contrat, il couvre toutes les mises en marché. Cependant, ce que l'on demande, si le contrat a été signé avant janvier 2022, c'est de re-signer pour justement bénéficier du dispositif. Vous avez dans votre espace client un simulateur de déclaration emballage qui vous permet justement de modéliser et d'estimer à l'avance le coût de votre contribution emballage. Pour la première année et pour les volumes, le paiement est au réel après remise de la déclaration en février 2023. Ensuite, vous avez des appels trimestriels basés sur la déclaration N-1. Comment ça se passe concrètement? Vous faites vos mises en marché sur 2022, vous faites votre déclaration
entre janvier et février 2023 de l'ensemble des volumes écoulés sur l'année N-1. Ensuite, la facturation se base sur la remise de la déclaration que vous aurez faite. Pour les vendeurs qui ne sont pas clients, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'adhérer à travers donc, le lien que je vous ai mis, donc de devenir client, et ensuite de retrouver le simulateur dans le portail client après adhésion, de retrouver donc tous les éléments dont on aura évoqué aujourd'hui. Et pour la première année, vous allez finalement avoir 80 € de paiement à la signature. Et ensuite, après remise de votre déclaration en février 2023, un réajustement du calendrier de facturation et ensuite des appels trimestriels basés sur votre déclaration N-1. Pour rappel, hein, cette obligation, elle couvre sur, dès lors que le contrat est signé, sur l'ensemble de l'année et l'obligation, elle date depuis le 1er janvier 2022. Donc là, on était sur la partie emballage. Sur la partie papier, vous avez également une obligation de contribuer, donc pour les papiers que vous mettez sur le marché. Cette obligation, elle concerne donc l'ensemble des acteurs qui mettent plus de 5 tonnes d'emballage par an, donc de payer une éco-contribution. Cependant, vous devez adhérer à l'éco-organisme Citeo sur la partie papier pour avoir votre identifiant unique. Mais si vous mettez moins de 5 tonnes par an de papier, vous n'aurez pas à payer des contributions au titre des emballages mis sur le marché. Si vous en mettez plus, par ailleurs, on retrouve les modalités déclaratives que l'on a vues tout à l'heure. Un tarif à la tonne qui évolue chaque année. Donc là, vous êtes à 65 € la tonne, plus des éco-modulations qui vont concerner donc le type de critères donc de la fibre, le type de fibre de papier que vous mettez sur le marché, la recyclabilité, s'il y a des perturbateurs ou non, et ensuite tout ce qui est malus, donc pour le déboucher au recyclage. Donc on parle souvent du malus des huiles minérales qui aujourd'hui sont sanctionnables à travers un malus dans le tarif Citeo. Sur la partie papier, contractualisation en direct avec Citeo et une déclaration ou sinon par les places de marché, souvent les modalités en vigueur. Le plus simple étant de contractualiser en direct pour vous permettre justement d'avoir cette flexibilité et surtout de savoir le coût de votre contribution à la tonne. Donc les vendeurs sont concernés à la fois par les emballages et par les papiers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif, ce que je peux dire simplifié comme on a pu le voir un petit peu sur la partie emballage, parce que c'est un peu nouveau sur la partie papier. Donc il faudra tirer les conséquences par la suite, du nombre de clients, qui adhèrent à la partie papier pour voir si un dispositif simplifié devra être mis en place pour permettre la mise en conformité par la suite. D'un point de vue plus concret, pour les clients qui sont déjà, les vendeurs qui sont déjà clients chez Citeo connaissent un petit peu donc cet espace client. Comment ça se passe? Donc là, on a une capture d'écran d'un espace client Citeo dans lequel en fait on retrouve toutes les catégories pour déclarer, pour accéder à du contenu, à nos outils, à nos services, à la facturation. Et vous avez donc cette case qui permet en fait d'accéder aux tarifs et aux simulateurs, qui vous donnera finalement les outils qu'on vient de voir précédemment, qui va vous permettre également de télécharger les simulateurs en fonction de ce que vous souhaitez utiliser comme outil de déclaration. Hein, comme je vous dis, les, les modalités déclaratives vont dépendre des mises en marché. Vous avez la déclaration forfaitaire dès lors qu'on est à moins de 10 000 UVC, la déclaration sectorielle, moins de 500 000, la déclaration à l'UVC qui est ouverte pour tous. Vous pouvez faire aussi la déclaration à l'UVC. Et le simulateur donc, qui est mis à disposition avec également les guides pour vous permettre de comprendre, d'appréhender le sujet. À noter que l'ensemble de nos simulateurs de notre site internet est également disponible en anglais pour les personnes qui souhaiteraient partager avec des gens basés à l'étranger. Nous avons mis également tout ce dispositif en anglais, voilà, pour permettre d'échanger. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez cette notion
de déclarations qui s'imposent à vous à travers donc, les obligations des marketplaces, à travers l'identifiant unique qui a été inscrite dans la loi AGEC et que nous mettons à votre disposition des outils pour y répondre, que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, que ce soit à travers une relation via notre hotline, à travers donc, notre espace client. On a vraiment déployé tous les outils pour vous accompagner, au mieux vous guider dans ce dispositif s'il était nouveau pour vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, de voir un petit peu ensemble s'il y a des points qui n'auraient pas été clairs pour permettre justement de les éluder et au fil de l'eau, de voir si le discours et le message est bien compris par tous. Alors, je suis désolé, je vois pas les questions. Donc, soit vous ouvrez Mais le mais, micro ou je laisse peut-être si alors je vais voir Blaise parce que j'ai pu en voir quelques-unes au fur et à mesure. Je voulais vous remercier pour la présentation tout d'abord et qui était très claire. On a une question de Miroslav, pour laquelle je n'arrive pas vraiment à répondre. Il nous dit que les produits sont expédiés à partir de la Belgique, donc nous payons à nos fournisseurs le coût recyclage en Belgique et sommes remboursés bien entendu quand elles sont expédiées en France ou autre. Nous sommes membres écologiques. Que devons-nous faire? donc les produits sont expédiés en Belgique et donc ils ne Ah, transitent pas sur le marché français? ils sont expédiés à partir de la Belgique, donc je suppose qu'ils viennent, ils sont à destination de consommateurs français, donc sur le marché français. Ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà des contributions qui sont payées en Belgique, par rapport, à cela. Heu, Alors, oui, j'ai un petit peu du mal à comprendre non, non, le non, ouais, OK. je vais prendre le point. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, je revois la question de Miroslav, de la Belgique est vendue via les plateformes en France. L'obligation concerne donc les mises en marché sur le territoire français. Donc qu'ils soient expédiés de Belgique, des États-Unis, d'Asie, dans autres pays de l'Union européenne, cette obligation de déclaration, elle incombe vraiment sur le territoire du marché français. Et donc c'est bien le sujet d'aujourd'hui, c'est que cette mise en conformité, elle est obligatoire et quelle que soit l'origine finalement des produits. Et ce qu'on disait en fait tout à l'heure, en tant qu'introducteur ou importateur pour des produits emballés ou achetés à l'étranger, vous êtes redevable de l'éco-contribution des emballages que vous mettez sur le marché français. Merci. Alors une autre question de Nelly qui nous demande: «Que faire si un même produit correspond à 2 filières? Doit-on facturer les 2 montants d'éco-participation? Et s'il y a plusieurs montants d'éco-participation, doit-on obligatoirement les détailler sur ces discounts et sur la facture?» Alors Nelly, oui, c'est possible qu'il y ait des produits qui soient concernés par plusieurs filières REP. Par exemple, si vous avez, alors on va dire une télévision, votre télévision, elle va être concernée par la D3E, donc la filière, électrique et électronique et certainement aussi par, la filière, de l'emballage que représente, Blaise, aujourd'hui, Tout à fait. par l'emballage et la notice. Donc oui, vous allez, devoir facturer, ces 2 montants d'éco-contribution. En revanche, c'est uni vous avez cette obligation en fait d'afficher l'éco, participation, elle n'est valable que pour 2 filières qui sont la D3E, donc électrique et électronique, Tout à et fait. la DEA qui est l'ameublement. Ce qui concerne la filière de Blaise, la il n'y a pas d'obligation d'afficher cette éco-contribution. Complètement. Et je rajouterais un petit point, et ce que j'ai expliqué en introduction, il y a autant de filières REP qu'il y a aujourd'hui de produits mis sur le marché et on va tendre à développer ça dans un but d'économie circulaire. Donc il y a des nouvelles filières qui arrivent, donc la REP de UIC, la REP du bricolage, la REP des articles de sport et de loisirs, la REP café, hôtel, restauration. Bon, il y en a énormément qui arrivent au fur et à mesure des années et donc vous avez autant d'éco-contributions qu'il y a de filières REP et aujourd'hui en ce qui nous concerne, on est sur la partie emballage ménager, tout à fait. Alors, une autre question de Julien. Pour résumer, si on déclare déjà chez Citeo, il faut juste mettre nos numéros chez vous et sur les CGV. Alors, en partie, oui, Julien, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut collecter et déclarer les éco-contributions que vous percevez.
Exactement. L'identifiant unique, aujourd'hui, effectivement, un numéro comme quoi vous adhérez à l'éco-organisme, mais il ne suffit pas. Il faut vraiment bien faire sa déclaration, hein. On rappelle que c'est une obligation, dans le cadre de la REP, qui est inscrite au code de l'environnement. Donc, c'est vraiment, faut pas se dire: «J'adhère à Citeo et ça suffit, j'ai mon identifiant». Non, il faut vraiment déclarer. Il y aura des contrôles de toute façon qui sont effectués. Ce que je tiens à rappeler, c'est qu'ensuite l'identifiant unique, il sera demandé, par, Cdiscount, dans le cadre de voilà, de ses analyses et de sa relation auprès de ses vendeurs. Donc il faut, bien comprendre que l'identifiant unique, si vous êtes adhérent Citeo emballage, c'est très bien, mais il faut aussi prévoir en avoir un sur le papier, dès lors que vous mettez des papiers sur le marché, même si c'est moins de 5 tonnes de papier, adhérez à l'éco-organisme pour avoir cet identifiant unique et le mentionner sur vos conditions générales de vente. Exactement et pour rappel aussi, vous avez, sur la seller zone via la requête, il me semble déclarer mon identifiant unique, quelque chose comme ça. Vous pouvez déjà renseigner vos identifiants uniques pour que nous, on ait bien la connaissance que, vous êtes, bien affiliés. Alors, une question de Guillaume, le numéro d'identifiant unique est-il valable sur toutes les marketplaces? Eh bien oui, vous avez un identifiant unique par filière REP et vous n'en aurez pas de différent par marketplace. Complètement. Il est propre à chacun, il est, utilisable du coup pour, toutes vos activités, que vous ayez un site en marque propre ou que vous vendez à travers une marketplace, et c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment votre carte d'identité qui stipule que vous êtes conforme vis-à-vis de la réglementation, et que vous adhérez bien à l'éco-organisme. Alors Marion nous dit: «Est-ce qu'un rouleau de gazon synthétique est concerné depuis le 1er janvier 2022? Quelles sont les conditions de retour pour les emballages après la livraison chez le client? Et le transporteur doit-il revenir avec l'emballage utilisé pour sa livraison?» Alors, pour ce qui est du un rouleau de gazon synthétique, certainement s'il y a de l'emballage, je dirais oui. Ensuite, je ne saurais pas dire si ça correspond à une autre, filière REP, il faudrait vous voir si ça correspond peut-être à du bricolage. Je bouge à mobilier, enfin Oui, je là saurais pas répondre sur cette, question. non, je rajouterais qu'il faudrait se rapprocher vraiment de l'éco-organisme qui va gérer la fin de vie. Là, on est vraiment sur la caractéristique produit, on n'est pas sur l'emballage ménager, Mmh. et donc là, de se rapprocher un petit peu de la filière qui va traiter, ce produit en fin de vie et de s'apercevoir quelle est finalement la fin de vie et comment c'est traité. Sur la partie emballage ménager, effectivement, comme on l'expliquait, c'est vraiment uniquement ce qui va arriver auprès du consommateur. Là, on a parlé des emballages qui vont revenir ensuite, donc on est sur la partie DEIC, donc déchets industriels et commerciaux, qui aujourd'hui n'ont pas de filière à proprement parler, mais filière qui va arriver, d'ici 2 ans et demi. Donc, ayez en tête, en tous les cas, que demain, tous, vos emballages, on va dire B2B, qui concernent donc, des palettes, des films de fardelage et cetera, devront demain contribuer au titre de la REP DEIC, qui, va concerner donc des emballages industriels et professionnels. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment sur l'emballage ménager, donc que le consommateur, finalement, la personne va avoir chez lui et qui va mettre dans son bac de tri. Oui, je pense que c'est pas du tout en fait comme, ce qu'on peut avoir sur, la D3E ou la DEA où c'est la reprise un pour un avec, un canapé, 2 places, on reprend un canapé 2 places. Là, on est sur, oui, on est sur de l'emballage donc ça va être, soit le bac de déchets, du consommateur, soit, aussi, peut-être, les décharges, enfin ça risque je pense que ce sera pas sur, de la reprise, sur le point de livraison, mais plus dans des points de collecte de proximité. Alors, Samar, on est en cours de modification de l'entité de l'entreprise sur Cdiscount qui prend un temps. Doit-on attendre pour demander et envoyer notre IDU? Alors, je ne sais pas très bien si vous changez de statut, enfin, si vous changez le statut de votre société ou si, vous changez en fait, de nom de vendeur marketplace, en tout cas, si vous changez de statut social, enfin je ou si vous créez une autre entreprise, c en f un identifiant unique, c'est, affilié à, un identifiant unique, un SIREN. Donc si vous devenez une autre entreprise en gardant le même nom de vendeur marketplace, enfin je ne sais pas exactement ce que vous allez faire. Donc si c'est une nouvelle entreprise, alors, il faut avoir un nouvel identifiant unique
Il faudra faire les démarches, oui. Alors, Marion, la loi est-elle reportée au 1er janvier 2023 pour les revêtements de sol vinyle PVC? Vous voulez dire peut-être pour, la filière, correspondant, aux obligations pour ces produits? Je saurais pas du tout répondre. Je sais pas à quelle, filière REP sont rattachés les revêtements de sol. Il y a en effet de nouvelles, filières qui sont créées et qui sont en train d'être créées d'ailleurs justement, plusieurs, Organisme, oui. heu, éco-organismes sont en train d'être agréés, par le gouvernement pour ces nouvelles filières REP et il me semble que oui, il y a de nouvelles obligations à partir de janvier 2023, mais je saurais vraiment pas vous dire si c'est, pour les revêtements de sol. Ça rentre dans le détail. En fait, il y a des, décrets et arrêtés, en fait, qui sont publiés au fur et à mesure avec la liste des produits qui sont concernés. Alors Hugo, vendeur pro depuis peu, j'expédie pour le moment moins de 5 000 colis par an. Je dois régler donc un abonnement de 80 € hors taxe. Blaise? Oui, tout à fait. Donc, dès lors qu'on est à moins de 10 000 UVC par an, vous avez uniquement en fait, une déclaration forfaitaire, à devoir à l'éco-organisme pour répondre à votre obligation et bénéficier également de l'IDU comme on l'expliquait tout à l'heure. Alors, maintenant, c'est Salima. Bonjour, étant revendeur reconditionné de produits informatiques, sommes-nous concernés par cette loi concernant l'emballage? Eh bien, oui. C'est le fait que vous vendiez du reconditionné ne fait pas enfin, ne va pas enlever le fait qu'il y a un emballage et que vous avez des éco-contributions, à régler par rapport à cet emballage et certainement la notice que vous joignez avec. Tout à fait et en fait, il faut bien retenir, hein, dans le périmètre de la REP emballage ménager, aujourd'hui, un emballage ménager, c'est vraiment fixé par le code de l'environnement et que le produit soit vendu ou remis gratuitement au ménage, heu, il est à déclarer. C'est-à-dire que dès lors que l'emballage devient un déchet, si le ménage, le consommateur a l'intention de s'en défaire, quel que soit le lieu, en fait, d'abandon, hein, c'est pas forcément, voilà, heu il est intégré à la REP emballage ménager et il sera à déclarer. Donc il faut vraiment avoir cette, en tête, hein, cette obligation, heu et c'est pas aussi voilà le parfois on entend: «Oui, est-ce que c'est parce qu'il est biodégradable, j'ai pas à le prendre en compte?» Non, que ça soit biodégradable ou pas, il est aussi à déclarer. Réutilisable également, payant ou gratuit, donc les échantillons sont à déclarer. Voilà, peu importe le mode de collecte, l'emballage ménager est à déclarer, quel que soit le matériau, quel que soit son caractère payant ou gratuit ou réutilisable. Très clair. Hugo nous dit: «Sur chaque fiche produit, il y a 2 contributions éco-part et montant DEA. Quelles sont les différences et comment déterminer les montants à attribuer sur chaque contribution?» Alors, l'éco-part, c'est pour ce qui est de la D3E, donc électrique et électronique, et DEA, c'est pour ce qui est de l'ameublement. Donc ça, c'est les 2 filières REP pour lesquelles vous avez l'obligation d'afficher le montant de l'éco-participation, pour les consommateurs, pour les usagers et à reporter aussi sur la facture. Comment déterminer le montant? En fait, c'est, quand vous vous affiliez, aux éco-organismes, pour ces filières REP, vous avez des grilles tarifaires et alors par exemple, il me semble que pour ce qui est de la D3E, ça va être en fonction de la catégorie, du code douanier et du poids de votre produit. Donc en fait, vous avez des instruments, des outils sur, les plateformes des différents éco-organismes de ces filières REP qui vont vous permettre de déterminer quel est le montant d'éco-participation à reporter sur la fiche produit. Alors Sergio, pour ce qui est des cartons en fulfillment, oui, voilà, c'est ça. On n'a pas trop à s'en occuper. Mais donc si vous êtes en fulfillment, ce sont les cartons pour l'envoi. Donc ce qui est des cartons, je répète, de l'emballage et les notices, en revanche, ça, il faut s'en occuper, oui, ça. Alors Miroslav, nous vendons audio et fi électroménager sur les marketplaces Cdiscount. OK, alors je me demande si j'ai déjà répondu à cette question-là. Je suis revenue en arrière. Alors attendez, Alors je crois qu'il y avait une précision parce qu'en fait ils expliquaient, excusez-moi, que c'est des marques A, ah, et du coup de savoir si, ils devaient aussi déclarer et
effectivement, le caractère de déclaration ne réside pas sur, la typologie de la marque du produit. Dès lors qu'en fait vous, on va dire, mettez à disposition des produits que vous importez sur le territoire français, ça va être vraiment le premier importateur, le premier introducteur qui va devoir payer. Donc ce que l'on rencontre parfois, c'est qu'il y a des gens qui vont se fournir directement à l'étranger et qui vont mettre à disposition donc, à travers site de marque blanche, à travers le marketplace, donc des produits de marque A et ces produits ne sont peut-être pas intégrés finalement auprès des enseignes. Alors c'est un peu technique. En gros, si on prend le cas d'une enseigne d'électronique qui vend en France, lui va déclarer tous les produits qu'il a mis sur le marché français pour les vendeurs qu'il connaît et qu'il reconnaît. Si ces produits ont été achetés par un tiers à l'étranger, en l'occurrence, donc l'enseigne est basée en Asie, l'enseigne en Asie n'est pas censée savoir que vous allez mettre sur le marché français. Donc elle n'aura pas déclaré ces produits pour ses mises en marché français, au contraire de son siège qui lui est basé en France, qui déclare tout ce qu'il met sur le marché, s'il vend en direct ou en indirect. Un peu technique, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est de s'assurer qu'effectivement ces produits ne contribuent pas déjà, si c'est de la marque A, auprès de vos fournisseurs. Et s'ils ne contribuent pas, ce sera bien à vous qui incombe la responsabilité et du coup à payer l'éco-contribution. Bon, j'espère, Miroslav, que ça vous aide. Alors, une autre question de Stéphane: est-ce que le forfait annuel de 80 € hors taxe pour moins de 10 000 UVC est à payer par filière ou peu importe le nombre de filières? Oui, bon, je vous laisse, répondre. Non, non, bah, je crois que vous avez bien saisi le point et c'est vrai que c'est une question, intéressante et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les dispositions que je vous ai présentées correspondent vraiment à la filière des emballages ménagers. Ensuite, on a vu le dispositif sur la REP papier qui est encore différent. Donc pour l'emballage ménager, vous avez une déclaration, effectivement, dès lors qu'on est à moins de 10 000 € qui est forfaitaire, donc 80 € hors taxe. Sur la REP papier, je l'expliquais, donc il y a un 65 € la tonne dès lors qu'on a plus de 5 tonnes d'emballage, de papier, pardon, excusez-moi. Cependant, si vous êtes à moins de 5 tonnes, vous avez 0 € à payer. Donc chacune des filières REP, en fait, a son dispositif et son modèle d'éco-participation propre. Et donc, je vous invite à regarder auprès des autres éco-organismes comment ils fonctionnent sur la DEA, sur la D3E, voilà, sur les autres filières. Et donc, le forfait annuel de 80 € est vraiment propre à la filière emballage ménager. Merci Blaise. Alors, Nelly, l'éco-participation s'applique uniquement pour les ventes en France. Nous vendons en France et à l'étranger sur ces discounts. Si je renseigne le champ éco-participation, il va s'appliquer à tout le monde. Que fait-on de l'éco-participation collectée sur les ventes à l'étranger? Très bonne question, Nelly. Vous me posez une colle. Je vous avouer que je sais pas du tout comment ça fonctionne, pour les ventes, de ces discounts qui sont réalisés, à l'étranger. En revanche, je vous invite à poser la question via le centre d'aide et on essaiera de vous répondre à celle-ci, pour revenir avec plus de détails dessus. Et effectivement, en tout cas sur la partie vente à l'étranger, les clients qui ont un modèle économique qui leur permet de vendre à l'étranger, finalement doivent affiner les quantités vendues et connaître ce qu'ils vendent sur le marché français de ce qu'ils vendent à l'étranger. Et tout ce qui est vendu finalement hors du territoire français n'est pas soumis à l'éco-contribution Citeo, REP France, mais peut-être aux autres éco-organismes des autres pays auxquels les produits seront revendus. Donc parfois, il faut aussi se renseigner auprès des pays dans lesquels vous exportez pour savoir quelles sont les conditions. Mais après, sur l'aspect technique, vis-à-vis de la marketplace, ça, je vous laisserai voir entre vous. Oui. Alors, Miroslav, qu'entendez-vous pour la première fois? Nous ne mettons en vente que des produits qui sont déjà en vente en France et si les EAN existent sur la plateforme? Alors en fait, vous êtes considéré comme producteur si c'est vous qui mettez qui mettez sur le marché le produit pour la première fois. En gros, vous importez de Chine vos produits, c'est vous qui les faites rentrer sur, le territoire français, donc c'est vous qui êtes metteur sur le marché français. Vous êtes producteur et c'est à vous d'avoir un IDU et de remplir ces obligations, liées à la REP.
Si en revanche, vous fournissez auprès d'un grossiste, qui est en France, et donc c'est certainement lui qui a mis ou son fournisseur qui a mis, sur le marché français pour la première fois, les produits. Alors c'est lui qui est le metteur sur le marché français et c'est cette IDU-là que vous devrez récupérer pour que nous aussi on puisse avoir l'information pour être certain en fait qu'il y ait les éco-contributions, en fait que vous êtes en conformité avec, la réglementation. Et je rajouterais que c'est le point, hein, en fait, de savoir qui est concerné par cette obligation de contribution. Et on l'a vu, hein, il y a au titre du producteur, au titre de l'importateur. Et si on ne sait pas, c'est en fait c'est le responsable de la première mise en marché du produit emballé. Et si vous n'arrivez pas à identifier le producteur ou l'importateur, s'il ne vous donne pas d'IDU, ça sera vous, en l'occurrence. C'est toute la subtilité. Et l'IDU va vous permettre finalement de savoir qui est bien un contributeur chez, l'éco-organisme pour savoir qui porte cette responsabilité. Exactement. Julien, pourriez-vous reconfirmer ce que nous devons mettre sur la facture? D3E et DEA seulement, pas la partie emballage. Oui, c'est ça. Alors c'est pas que sur la facture, c'est aussi sur, la fiche produit afin que le consommateur ait bien l'information, avant, la réalisation de la vente que, du montant de l'éco-participation. Est-ce que l'identifiant unique est valable à l'international? Même numéro pour l'Allemagne, la Belgique, en vous remerciant par avance. Alors, non, non, c'est l'identifiant unique, il est valable uniquement pour la France. Voilà, Vincent. Romain: «Tous mes articles sont expédiés par Cdiscount, je ne fais aucune modification sur les produits, emballage supplémentaire. Mon fournisseur a déjà son IDU et fait le nécessaire pour la REP emballage. Dois-je avoir un IDU?» Et bien, étant donné qu'il semblerait que vous ne soyez pas producteur, puisque c'est votre de ce que vous dites, c'est votre fournisseur, qui met sur, le marché français les produits. Heu, Comme ça, moi, je vous dirais que vous non, vous n'avez pas à avoir, d'IDU. Mais il faut bien vous assurer, en revanche, que, vous avez votre fournisseur a bien, d'IDU pour ce qui est, de la filière emballage. Tout à fait. Voilà. Alors Yoann, je pense que c'est une question, à laquelle, Blaise a répondu, c'est sur, les emballages réutilisés, doit-on les déclarer? Oui, oui, tout à fait, aujourd'hui, c'est tous les emballages ménagers. Il faut se dire que, le consommateur, une fois qu'il est chez lui, il le met dans son bac de tri et c'est finalement le financement de cette collecte et de ce tri de cet emballage qui va être, pris à travers l'éco-participation. Donc, la réutilisation, aujourd'hui de votre emballage, oui, ça devient un emballage ménager, donc un déchet. Il va falloir le traiter, il va falloir le recycler et donc, il va devoir, être déclaré. Nouvelle question de Miroslav. Devons-nous reprendre tous les anciens produits si le consommateur le demande? Les produits qui sont concernés par la reprise un pour un, oui, vous avez l'obligation de reprendre l'ancien produit lorsque le consommateur achète un produit équivalent. Ensuite, les modalités de reprise, c'est à vous de les fixer, mais il y a quand même un cadre à respecter. Pour cela, je vous renvoie vers la FAQ, de la Seller Zone. Vous avez, une fiche sur le sujet, ça s'appelle, je crois la reprise un pour un, quelque chose comme ça. Vous tapez reprise, vous devriez le trouver, et qui vous explique en fait comment cela fonctionne et qui vous dit aussi les produits, concernés par cette reprise un pour un. Guillaume, si je vends également en Allemagne, je dois donc aussi obtenir un identifiant unique en Allemagne? Si oui, travaillez-vous avec des organismes européens partenaires? Heu, bon, Blaise, allez-y. Alors, non, nous, on travaille pas spécifiquement avec des éco-organismes, partenaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas d'harmonisation sur, les éco-organismes au niveau européen. Chaque pays, en fait, a des modalités de fonctionnement différentes. En France, on est un peu spécifique parce que, aujourd'hui, on est sur une REP financière et les autres éco-organismes qui sont situés dans les autres pays européens sont plutôt des REP opérationnels. Donc avec un dispositif où ils vont gérer la collecte et le tri. Ils sont également opérateurs de collecte et de tri du déchet. Donc il faut vraiment en fait finalement, voir, ce qu'il en est, parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché et de voir comment ils fonctionnent. Donc après, ça sera à vous d'arbitrer.
Samar, il nous apporte un complément d'information. Donc les modifications que vous réalisez sur votre compte, sur votre société, c'est le nom et le statut. Et vous nous demandiez s'il fallait, commencer, la procédure pour obtenir, un identifiant unique. Heu, je pense que vous pouvez quand même commencer. Enfin, je pense, Blaise, je sais pas si vous pouvez, Je vais juste reprendre la question. c'est en fait, Samar, ils sont en train de réaliser des modifications, sur, leur société qui c'est les modifications, c'est le nom de société et le statut et ils voulaient savoir s'il était nécessaire de commencer la procédure d'agrément, d'adhésion, aux éco-organismes, maintenant ou s'il fallait attendre, d'avoir effectué ces changements-là pour obtenir un identifiant unique. Bah, non, non, en fait, l'identifiant unique, il faut l'obtenir le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il va être, comment dire? Conditionné, en fait, à votre numéro de SIRET et ce numéro de SIRET, finalement, ça va être la partie, on va dire juridique de l'entreprise. Si vous ne changez pas cette raison sociale ou numéro de SIRET, il y a pas de raison que, ça vous retarde dans l'IDU. Dès lors, en plus qu'en plus, je l'expliquais lors de la présentation, il faut, normalement être conforme, dès le début de cette année. Donc, plus tôt vous l'aurez, mieux ça sera. Oui, je pense que si vous modifiez le nom, et les statuts, heu, vous pouvez, contacter par la suite, l'éco-organisme auquel vous êtes adhérent pour leur signaler ce changement de nom. Tout à fait. Stéphane, est-ce que les sociétés qui vendent uniquement en dropshipping sont concernées par cette loi? Je pense que ça dépend de où se trouvent, les produits en drop, shipment. Heu, je pense que ça va dépendre. En Heu, Alors oui, moi non, j'allais répondre, en fait, pour moi, la loi, elle concerne tout le monde. C'est pas forcément le c'est dès lors que vous mettez des emballages sur le marché français. Je reviens encore un peu sur ce mmh. périmètre-là, c'est votre obligation, elle est encadrée par rapport à ce que vous vendez, à ce que vous mettez et votre obligation, elle est de contribuer au dispositif de collecte et de tri, pour financer, le recyclage de vos emballages, et c'est en fait dans un modèle d'économie circulaire, de mutualisation, que vous êtes responsable en tant que metteur en marché et c'est le principe, on va dire très résumé, de pollueur-payeur, tout simplement. C'est ça le principe de la REP. Oui, donc si les produits en dropshipment arrivent de Chine, vous êtes bien, redevable, de ces éco-contributions. Tout à fait, Pour résumer, si ça vient de France, ça sera différent. exactement. Sergio, pour adhérer dans les moins de 10 000 par an, 80 € hors taxe, c'est parce qu'on ne compte uniquement que les produits qu'on introduit, c'est bien cela? À partir de la Belgique, pas les produits qu'on achète à un fournisseur en France? Oui, alors en effet, c'est ça. Heu, c'est pour les produits que vous mettez, sur le marché français, donc qui viennent de la Belgique, vous les, faites rentrer en France, c'est bien pour ça que vous adhérez. Pour les produits que vous achetez auprès d'un fournisseur en France, c'est votre fournisseur qui aura cet identifiant unique et qui contribue bien, aux éco-contributions. Tout à fait. Alors beaucoup de questions, Najat, nous sommes une société qui vend des produits informatiques reconditionnés. Nous sommes concernés du coup que par l'emballage. Les produits reconditionnés, il me semble que si vous mettez de nouvelles pièces qui sont concernées par les filières REP, vous êtes concerné aussi par les éco-contributions. Vous allez être concerné par l'emballage et par le papier s'ils ont des notices également. De bien, mentionner, le papier qui sera vendu, en tout cas distribué avec ces papiers, ouais, effectivement. Je pense que là, c'est peut-être surtout aussi sur le produit reconditionné, peut-être Najat aussi, au-delà de l'emballage. Je pense que c'était, et pour ça, oui, vous allez être concerné pour, à préciser selon, ce que vous vendez aussi.
Eline, y a-t-il un délai accordé afin de se mettre en conformité, notamment pour les sanctions? Blaise? Alors, comme je vous le disais, le délai, alors là, c'est le plus vite sera le mieux. Les sanctions, comme vous l'avez compris, elles sont, faites par les pouvoirs publics, c'est inscrit dans la loi, donc ce sera des contrôles qui seront effectués. C'est, aujourd'hui, prévu de se mettre en conformité à compter du 1er janvier 2022. N'attendez pas, non plus 4 ans avant d'avoir, votre IDU. Ce que je disais, c'est vraiment le plus tôt sera le mieux, pour éviter, la moindre sanction. Après, c'est pas explicité de manière précise dans le texte de la loi AGEC comment, seront, diligentés les contrôles réglementaires et encore une fois, ça c'est du regard du pouvoir public, c'est pas à Citeo de donner sa position sur, comment seront les sanctions, quelles mesures seront-elles faites et quand seront-elles faites. En tout cas, c'est inscrit que vous êtes susceptible d'en avoir si vous répondez pas à vos obligations. En effet. Carole, comment cela se passe pour les ventes de produits reconditionnés? Ah, nous sommes en Bretagne, nous reconditionnons des produits électroniques. Ils sont revendus en B2C en France et en Europe. Devons-nous cotiser et déclarer? OK, donc c'est un petit peu la même question que tout à l'heure. Et bien, je vous renvoie à ce à cette question, à cette réponse. Marion, en dehors de l'électronique et l'ameublement, il n'y a aucune obligation d'affichage de l'éco-participation auprès du client. Si on augmente le prix de ce montant, est-ce que cela suffit? Je ne comprends pas Marion, pourquoi vous voudriez augmenter le prix du montant? Pour ce qui est de l'obligation d'affichage, c'est bien ça, c'est électronique et ameublement et sont déterminés en fait, par, les grilles des éco-organismes auxquels vous adhérez. Tout à fait. Heu, hop, hop. Alors, heu, ta. Parce que je vois qu'il y a j'essaie de regarder un petit peu les questions, parce que je vois qu'il y a des questions auxquelles nous avons déjà répondu. Bien sûr. Alors à partir du 1er juillet, nous devons souscrire un éco-organisme allemand pour les emballages afin de pouvoir continuer à vendre. Est-ce qu'il y a un consensus sur les montants de l'éco-participation au niveau européen? Les barèmes sont-ils les mêmes? Malheureusement, il y a aucun consensus, et c'est ce que je vous expliquais, hein, du fait des, manque d'harmonisation à ce sujet au niveau européen, que ça soit, en termes de marquage, en termes de tarifs. Chacun applique en fait des règles qui leur sont propres, suivant les dispositifs, des territoires. Donc en France, c'est un gros sujet pour recycler, majoritairement. Il y en a, ils prônent plutôt la valorisation énergétique. Donc ça dépend vraiment du pays dans lequel vous allez, exporter vos produits, le tarif. Le tarif va dépendre du pays et de l'éco-organisme que vous allez, prendre en l'occurrence. Sergio, nouvelle question. On peut être producteur pour quelques produits et pas sur d'autres. Comment Cdiscount distinguera collecteur A et paiera pour nous si on n'a pas d'IDU? Il considère que tout est taxable. Alors déjà, Sergio, ce qui est préférable, c'est que vous adhériez déjà aux éco-organismes pour que Cdiscount n'ait pas à intervenir derrière. Et par la suite, nous travaillons, à la mise en place, d'un fichier qui vous permettra aussi de communiquer les identifiants uniques, de vos fournisseurs, les vôtres, par produit pour qu'on ait bien l'information correcte sur quel produit vous êtes bien, en conformité. Mais je vous invite vraiment à vous adhérer aux différents éco-organismes dont vous relevez. C'est plus important et ça sera bien plus pratique, pour la déclaration des éco-contributions. Eline, y a-t-il un délai? Non, voilà, même question, pardon, excusez-moi. Alors attendez, hop, 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 alors alors Serge, on va devoir compter chaque enveloppe qu'on expédie pour la déclarer. Je vous avoue que je ne comprends pas trop je comprends pas trop la question. En fait, vous devez bien, enfin, voir par rapport à vos expéditions ce que vous mettez, sur le marché comme emballage pour, procéder aux déclarations. Donc oui, ça comporte de faire
un compte, et de mettre ça de manière certainement plus industrielle, Oui, l'objectif étant vraiment de savoir ce que vous mettez sur le marché, donc que ça soit sur une enveloppe, un carton ou autre, dans tous les cas, vous devez être conscient de ce que vous vendez et de pouvoir suivre, parce que votre obligation repose là-dessus. C'est-à-dire que, si vous mettez un emballage sur le marché, vous devez contribuer pour sa fin de vie et donc vous devez aussi savoir par rapport au colis d'expédition ce que vous avez mis. Donc là, pour moi, oui, oui, vous êtes responsable de cette connaissance, des quantités, expédiées. Alors enveloppe, je sais pas si c'est l'enveloppe en papier ou l'enveloppe produit, c'est aussi 2 façons de voir, mais si c'est au terme de colis d'expédition, oui, c'est effectivement pris en compte. Alors là, on arrive au terme de ce webinaire. Je sais pas si Blaise, si on peut prendre peut-être une dernière Oui, oui, il y question a pas de et souci, finir? bien entendu. Alors Robin, existe-t-il un site internet afin de connaître les différentes REP associées à un code douanier spécifique? Je n'ai pas connaissance, d'un site qui permettrait, en remplissant un produit, qui vous dirait: «Vous relevez de telle REP», et cetera. Je sais que vous avez, pour certains éco-organismes, cette possibilité-là, quand vous êtes adhérent, bien entendu, de pouvoir rentrer vos produits et je pense par rapport aussi au modèle simplifié et qui vous permettra de déterminer, alors non pas si vous relevez ou non de la REP, mais quel est le montant d'éco-participation, par contre. Hem, alors, si je comprends bien, nous devons adhérer chez Citeo pour l'emballage des produits électroniques et écologiques pour le recyclage de l'électronique. Tout à fait Oui, c'est ça. et n'oubliez pas les papiers. Oui. Heu, hop, bah, alors peut-être la dernière question de Virginie. Bonjour, le fait de mettre une facture papier dans le colis implique d'avoir un IDU pour la REP papier? Exactement, c'est ce que j'expliquais, en fait, l'obligation, en fait, elle va reposer pour, l'ensemble des filières, donc que ça soit, sur la REP emballage, sur la REP papier, sur la REP des 3 E, sur la vous devez avoir autant d'IDU que vous êtes associé à une filière. Et c'est ce qui est important de retenir, c'est que cet IDU, lorsque vous vous connecterez sur le site SIDEREP, soit à travers l'IDU, soit à travers votre raison sociale, vous pourrez retrouver les entreprises ou votre entreprise, si vous recherchez pour le vôtre, et de savoir voilà, si elle est associée à la REP emballage ménager ou si c'est la REP papier. C'est cet IDU qui fera foi et qui vous donnera en fait les informations avec les partenaires avec qui vous travaillez. Et pour ces discounts, c'est intéressant de se dire, bah, demain, je vais regarder une entreprise avec son IDU et je vais savoir, bah, effectivement, si ou son SIRET, pardon, si elle est rattachée aux différentes REP auxquelles elle m'avait indiqué ou pas. Et c'est un petit peu, je dirais, demain, la carte d'identité des entreprises par rapport à l'économie circulaire et aux différentes filières auxquelles elle doit être rattachée ou devra être rattachée si les REP de EIC, CHR arrivent, demain. Vous aurez autant d'IDU associés. Donc oui, oui, n'oubliez vraiment pas en fait de le demander, de le faire figurer, à minima sur vos CGV et au plus tard, au pire, si je peux dire, dans sur votre site internet. Eh bien, merci beaucoup Blaise, en tout cas pour cette présentation, c'était très clair. Beaucoup de questions aussi, Oui, donc j'espère qu'on a pu vous aider au maximum. Dernière question de Miroslav, que faire pour s'abonner à Citeo? Eh bien, vous pouvez aller sur le site de Citeo, et suivre le parcours d'inscription. Donc voilà, je vous remercie à tous, pour votre participation. Merci encore Blaise et je vous merci souhaite une bonne beaucoup. journée. Bonne journée Au à revoir. tous. Au revoir.